Bonjour Stella, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Tout d'abord, je voulais juste vous demander si j'avais bien votre consentement pour filmer et diffuser la vidéo, ça me semble important. Oui, absolument. Vous avez mon entière, comment dire, mon entier consentement. Parfait. Et je Alors, suis extrêmement contente, heureuse de participer à cette série d'entretiens que vous organisez. Et je suis très fière que des jeunes psychologues se lancent dans une telle aventure. bon, bah Et je vous écoutez, remercie de me permettre d'y participer. eh ben, en tout cas, c'est parce que des gens comme vous acceptent que ça existe. Donc, merci à Ben, vous, en écoutez, tout cas. Pour très bien. commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, nous dire les grandes Oui, lignes de votre absolument. formation et puis peut-être finir par ce que vous faites actuellement? D'accord. Donc moi, j'ai obtenu mon diplôme de psychologue en 1985 à Paris 7, donc, psychopathologie clinique. Paris 7 était une université qui avait la particularité d'accueillir des personnes qui avaient déjà fait d'autres études, qui avaient déjà une expérience professionnelle. Donc, de ce fait, je me suis retrouvée dans un univers avec des personnes de mon âge, puisque j'ai fait psycho en deuxième étude. Dans un premier temps, j'avais fait des études d'anglais à la Sorbonne. Mhm. Donc, c'était assez confortable pour moi de me retrouver avec des personnes qui avaient, que ce soit dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'éducation spécialisée, déjà une expérience. Paris 7 est une université qui était à l'époque d'orientation psychanalytique. Donc, le responsable de l'UR était Pierre Fédida. Voilà, c'est dans cet univers-là que j'ai fait mes études. Je suis rentrée directement en deuxième année par équivalence. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de replacer aussi ces études dans le contexte, on va dire, historique, et puis aussi non seulement de la psychologie, mais de l'histoire en France. C'est une période où on a commencé à faire des découvertes, je trouve, prodigieuses sur les compétences du bébé. C'est une époque où, comme le dirait le professeur Bernard Gols, existait le trio LSD pour dire Lebovici, Soulet, Diatkin. Donc, ces trois grands maîtres, pédopsychiatres et aussi psychanalystes, Mhm. étaient très, comment dire, impliqués dans à la fois la recherche, donc ce qui nous permet de mettre l'accent sur la question de la place de l'expérience, n'est-ce pas? On ne va pas parler d'expérimentation, mais de l'observation, n'est-ce pas? Tel qu'en parlait le professeur Soulet et le professeur Lebovici, l'observation du bébé, euh, observation à partir desquelles on a dégagé euh, un nombre considérable de connaissances sur les compétences du bébé, compétences sensorielles. Et le professeur Soulet était médecin responsable de la guidance du boulevard Brune. Ouais. Le boulevard Brune étant le premier centre de néonatologie qui fut créé en France. Et donc, voilà, donc il y a eu toute une sorte de synergie, n'est-ce pas, qui s'est organisée entre les médecins qui étaient responsables de la néonatologie, les psychiatres, les pédopsychiatres et aussi les psychologues, puisque nous étions tous impliqués dans cette, moi je trouve, formidable aventure de L'entente, découverte. l'entente se faisait bien entre psychologues et médecins à l'époque, si je comprends bien. L'entente se faisait bien, dans un respect mutuel, et le respect, je me souviens que le respect passait aussi par l'acceptation, non pas d'une soumission, contrairement à ce que pensent certains psychologues, mais le respect de l'autorité, hein, l'autorité qui est, selon moi, qui est la conséquence directe de la compétence et du savoir. Voilà. Donc, chacun de ces trois grands pédopsychiatres travaillait avec sa personnalité, mais
ils avaient à cœur aussi de nous transmettre, n'est-ce pas, le plus possible de connaissances, d'outils de travail pour que nous puissions être des psychologues, on va dire, efficaces Ouais. euh, auprès des bébés et auprès de leurs parents, parce que je dois souligner que c'est le moment où les services de néonatologie ont été ouverts aux parents. D'accord. Jusqu'alors, ils ne l'étaient pas. Les parents pouvaient voir leur bébé à travers un carreau. Et donc, j'ai commencé à travailler à un moment clé de la néonatologie où les parents sont entrés dans les services de néonatologie parce qu'on a considéré que les troubles de l'attachement consécutifs à la privation de la présence des parents étaient Mhm. beaucoup plus graves que les troubles somatiques qu'ils pouvaient comment dire, rencontrer Mhm. à cause des microbes. Donc, Ouais. c'est un moment que j'ai trouvé extrêmement important. Et, Charnière. pardon, C'est un moment charnière finalement. C'est un c'est un moment. moment absolument charnière, donc, qui est à la croisée donc, de la découverte des compétences du bébé. Certains connaissent encore Le bébé est une personne. C'est pas Mhm. cette série qui a attiré l'attention d'énormément de professionnels de santé Mhm. de l'enfant autour de cette question de l'attachement, des conditions dans lesquelles on pouvait accueillir un petit enfant dans une crèche, dans toute la problématique à Ouais. l'époque de ce qu'on a appelé l'adaptation, n'est-ce pas, de l'enfant à la crèche, qui ne pouvait se faire que avec la présence d'un parent et de manière très progressive. Ouais, Donc, ce sont des choses qui sont pour nous évidentes maintenant, mais moi, je les ai, enfin, en quelque sorte, j'ai Mhm. participé, n'est-ce pas, aux équipes qui ont mis Ça ça en date d'il n'y a place. pas si longtemps finalement, puisqu'il y a quand même une époque où on continuait, et ça fait pas non plus 3 siècles, on continuait à opérer les bébés sans anesthésiant. Et puis la question du suicide chez l'enfant pose Absolument. des questions parce que on ne pouvait pas imaginer qu'un enfant puisse être déprimé et triste, puisque ça n'était pas Voilà. une personne. Donc c'est très Est-ce que intéressant parce que ça renvoie à la question du sujet d'une manière générale, hein. Absolument. Ouais. Le bébé est une personne, c'est-à-dire, euh, enfin, en ce qui me concerne, des bébés, j'en ai rencontré énormément et c'est très difficile d'expliquer euh, les émotions que l'on peut ressentir lorsque l'on est présenté à un bébé. Mhm. Lorsqu'on est présenté à un bébé, quel que soit son état de santé, la néonatologie, vous imaginez bien que ces bébés sont en, reliés à des machines, etc. Mais le moment où le bébé va poser le regard sur vous, quel que soit son terme, quelle que soit sa fragilité, c'est un moment d'une extraordinaire intensité. Mhm. Ce sont des discussions que j'ai beaucoup partagées avec le professeur Bernard Gols, puisque lorsque je travaillais à Brune, lui terminait l'internat et il était aussi à l'époque médecin responsable de l'hôpital de jour pour les enfants. Et Bernard Gols a beaucoup travaillé sur les interactions entre Ouais. donc, c'est certainement un champ de la psychologie, de la psychopathologie, où là, on a pu trouver des consensus. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'observation du bébé a fait beaucoup parler. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on observe, quels sont les critères, n'est-ce pas, pour que la relation observateur-observé Mhm. soit la plus objective possible. Euh, donc, le travail était. C'était aussi une grande période, j'allais dire, de défrichage, n'est-ce pas? Oui, et en même temps, il est plus facile d'avoir un consensus quand on part sur l'observation. Il est vrai que si on s'arrêtait sur l'interprétation, ça pourrait être déjà beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que c'est Absolument. intéressant puisque d'une certaine manière, on est tous sur le même plan. Et là, d'un seul coup, un regard médical n'est pas opposé au regard psychologique. Les deux peuvent travailler de concert. Et Ouais. pas du tout, puisque, comme j'allais vous le dire, j'ai été formée par un des grands médecins de Brune
à la pratique du test de Brunellesine, n'est-ce pas, Irène, enfin, je ne sais plus les prénoms, Brunellesine, puisque à Brune a été créé le premier CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, par la volonté du professeur Charlas, qui était le médecin responsable de la néonatologie, et par la volonté du professeur Biatkin et aussi d'un autre médecin qui s'appelle Monsieur Salbreux, qui était pédopsychiatre et neuropédiatre. Et donc, le premier CAMS de Brune fut créé pour assurer un suivi jusqu'à 6 ans de ces bébés prématurés qui développaient pour certains des pathologies neurologiques dans les mois qui suivaient leur sortie de néonat. Et donc, à la consultation dans ce CAMS, les psychologues, nous passions beaucoup de temps à évaluer le développement de ces bébés à l'aide du test de Brunellesine. Et ce test de Brunellesine nous a permis aussi de travailler beaucoup sur l'observation du bébé, certes, mais aussi sur l'observation des relations qui s'instauraient entre le bébé et ses parents, la mère le plus souvent. Par exemple, lorsque le bébé ne parvenait pas à saisir un objet qu'on lui tendait, il était très important de poser un regard bienveillant sur l'attitude de la mère et l'émotion de la mère. Oui. Comment pouvait-elle exprimer son émotion face à l'échec de son bébé? Est-ce qu'elle allait faire à sa place? Est-ce qu'elle allait fondre en larmes, etc. Donc, l'observation était aussi une observation, on va dire, généralisée à ce… L'observation, on pourrait dire que l'observation, finalement, elle a été fédératrice de fait, quoi. Absolument. Vous avez également enseigné, c'est ça, à l'école des psychologues praticiens? Voilà, donc en 1992, j'ai commencé un enseignement de psychologie de l'enfant. Donc, j'ai succédé à quelqu'un qui prenait 50% de l'enseignement. Donc, j'ai commencé que les premières années et l'année suivante, j'ai eu les premières et les deuxièmes années. Et j'ai enseigné jusqu'en 2012 à peu près. D'accord. Donc, la psychologie de l'enfant, effectivement, les étudiants étaient tous très enthousiastes parce que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il n'aimait pas les enfants. Donc, de fait, si vous voulez, j'avais, avant même de mettre le pied dans la salle, la psychologie de l'enfant avait un taux d'agrégation absolument, comment dire, unanime de la part des étudiants. Mais ce qui était… Donc, j'en viens maintenant, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est que enseigner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Enseigner, pour moi, c'est former, c'est transmettre dans 3 domaines qui me semblent fondamentaux. Bien sûr, le savoir, les connaissances, Ouais. à condition de savoir que apprendre et apprendre par cœur, ça n'a aucun intérêt. J'ai toujours dit à mes étudiants, ça ne sert à rien d'encombrer votre mémoire avec ce que vous trouverez dans les livres. Je vous transmets des pistes pour que vous-même, vous soyez toujours un apprenant, n'est-ce pas? Le savoir, c'est ça. C'est le savoir-faire aussi, parce que les psychologues ne parlent plus assez, à mon avis, de ce qui est aussi notre spécificité, c'est-à-dire nous sommes des praticiens des tests. Et le savoir-faire, c'est être capable d'exécuter, parce qu'on vous le demande, un bilan psychologique en sélectionnant dans la batterie les outils, les tests dont vous aurez besoin. Donc, c'est le savoir-faire. Et j'ai toujours beaucoup insisté auprès des étudiants que j'ai déformés. Je ne les ai pas formés, je les ai déformés. J'ai toujours insisté beaucoup auprès d'eux sur le savoir-être. Alors là, on pourrait ouvrir, n'est-ce pas, un nouvel espace de cette discussion. Le savoir-être, je leur ai toujours dit qu'ils rencontreraient des personnes avec lesquelles ils ne seraient absolument pas en synergie, des enfants qui ne leur paraîtront absolument pas sympathiques,
qui vivront des situations qui seront à des années-lumière de leurs valeurs personnelles. Et j'ai toujours insisté beaucoup sur le fait que dans le savoir-être, il faut être capable de faire une distinction, je ne dis pas un clivage, je dis une distinction entre ses propres valeurs personnelles, n'est-ce pas, que l'enfant mobilise beaucoup d'identification, et il faut être clair avec ça, n'est-ce pas? Euh, donc, être capable de cerner ses propres valeurs, qu'elles soient ses valeurs de parents, ses valeurs d'enfants, etc. Et la rencontre avec cet enfant qui ne peut parfois absolument pas vous ressembler, dans la biographie parentale, vous ne retrouverez aucun point commun avec celle qui fut la vôtre. Et il est important dans le savoir-être d'être capable de rester, autant qu'on puisse utiliser ce terme, objectif, n'est-ce pas? Et j'allais beaucoup plus loin en leur disant que j'étais peut-être un peu visionnaire, puisque j'ai commencé en 92 et dans les années 98, j'ai commencé à leur dire, mais vous savez, les enfants que vous rencontrerez dans vos cabinets seront parfois des enfants qui naîtront de couples homoparentaux. Et cette question de l'homoparentalité, il faut que vous soyez clair avec cette question, de manière à ne pas projeter, influencer la rencontre avec cet enfant avec vos propres positions personnelles. Ouais. Donc, si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer cette rencontre, il vaut mieux renoncer. C'est un peu comme ça que j'ai formé les étudiants. Enfin, je ne les ai pas formés, j'insiste sur le fait que je les ai déformés. Après, vous parlez de savoir-faire. Il me semble qu'à Psychoprate, on a beaucoup de stages dès le départ. Et, Tout à fait. et je pense qu'à l'université, quand on manque de stages et qu'en troisième ou quatrième année, on n'a pas encore été sur le terrain, il est difficile de pouvoir travailler ce savoir-faire en étant simplement assis sur les bancs de l'université à écrire le cours. Vous voyez? C'est-à-dire qu'effectivement, là effectivement, on rencontre, selon moi, le gros problème peut-être actuel de la formation des psychologues. C'est-à-dire que si je compare ma formation et celle des psychologues actuels, je pense que ces jeunes impétrants psychologues rencontrent déjà d'énormes difficultés à trouver des lieux de stage. Euh, les raisons pour lesquelles ils rencontrent ces difficultés, on pourra les développer si on a le temps. D'autant Mais, qu'il me semble qu'à l'école des psychologues praticiens, on n'a pas tant de difficultés que ça, puisque si j'ai bien compris, cette école forme des partenariats et absolument. on est moins à la course au stage, contrairement à l'université qui finalement laisse Oui, les futurs psychologues chercher et trouver ce qu'ils peuvent. Donc on n'est plus oui, du tout dans le même fonctionnement. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on peut envier très facilement à oui. l'EPP quand on est à l'université. Oui, parce qu'à l'EPP, il y a un bureau des stages, n'est-ce pas? Il y a une personne qui est responsable des stages, ce qui veut dire qu'elle est responsable de l'organisation des stages des étudiants qui commencent dès la première année par un stage ouvrier, ensuite un stage employé, et à partir de la troisième année, ils commencent les stages qui sont beaucoup plus orientés vers la psycho. Sachant que Psychoprate est une école qui a un tronc commun de 4 années euh, commun à la psychologie clinique et à la psychologie du travail, la formation définitive avec spécialisation ne se fait qu'en 5e année. Et il fait partie du cursus des étudiants pendant les 4 années, que ça leur plaise ou pas, de devoir inclure dans leur formation un stage en entreprise qu'ils peuvent effectuer durant l'année ou durant les vacances. Et ce Donc, qui permet peut-être de créer une forme d'identité un peu plus solide entre psychologues praticiens de l'EPP par rapport aux psychologues de l'université. Vous voyez, je suis déjà en train de me dire ça. Si oui, pendant 4 ans, on est dans le même bain, dans la même classe, qu'on suit les mêmes cours, peut-être qu'on est moins amené à dénigrer son voisin qui n'aurait pas suivi les mêmes options. Vous voyez? c'est ça, certainement. Certainement. Et on pourrait dire probablement qu'il y a une culture générale, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pendant 4 années, il y a une culture générale qui est commune à tous les étudiants,
leur choix personnel ne se formalise qu'en 5e année, lorsqu'ils choisissent la branche entreprise ou la branche clinique, sachant que dans chacune de ces branches, il y a après des spécialités, n'est-ce pas? Oui, mais c'est intéressant parce que souvent je dis, on vient de sortir du bac, il est compliqué de savoir si on veut devenir psychanalyste ou comportementaliste ou psychologue du travail ou neuropsychologue. On peut prendre des options dès le départ de découverte, mais je trouve ça plus sensé et plus logique qu'il faille attendre 3-4 années et des stages pour pouvoir se goûter et savoir ce que l'on veut. Vous voyez? Je crois que il est important d'attendre 4 années parce que il est important de laisser ces jeunes gens qui arrivent à l'école de psychologue praticien mûrir, n'est-ce pas? Mûrir sur tous les plans. C'est-à-dire que euh, sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, sur le plan des méthodes de travail. Et ce qui est intéressant, enfin moi ce que j'ai toujours trouvé intéressant en psychoprate, c'est euh, la grande ouverture de l'équipe de direction sur la variété des enseignements. C'est-à-dire que dès la première année, il y a un cours de psychologie fondamentale, un cours de psychologie humaniste, un cours de psychanalyse, un cours de psychométrie, mais il y a aussi un cours de psychologie du travail, de droit du travail, etc. Et tout au long du cursus, aucune discipline n'est en quelque sorte privilégiée par rapport à une autre, sans que la psychologie humaniste dure 2 ans, lui succèdent d'autres enseignements. La psychanalyse s'arrête, je pense, à la fin de la 2e année, mais cet enseignement va poser les bases de l'enseignement de la psychologie projective, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus facile d'aborder le Rorschach dans sa méthode classique de dépouillement lorsqu'on a affaire à un public qui a les connaissances de base en psychanalyse. On est d'accord. La question n'était pas à Psychoprate de former d'emblée des psychanalystes ou des comportementalistes ou des humanistes. La question n'était pas celle-là. La question était de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent, en fin de cursus, être en mesure de faire leur propre choix. Choix que l'on voyait déjà s'affirmer dès qu'ils choisissaient en 4e année leur thème de sujet de mémoire. C'était un moment important et bien évidemment, en fonction de… Il y avait bien sûr une commission qui recevait les projets de sujet de mémoire des étudiants, qui se prononçait sur la faisabilité, en quelque sorte, du thème de mémoire choisi, et qui pouvait, une fois le thème bien cerné, bien travaillé, attribuer à l'étudiant un directeur de mémoire qui connaissait le sujet sur lequel l'étudiant allait travailler et qui était capable donc de le guider dans son travail. J'ai repris les étudiants en 4e année pour les aider à formaliser leur sujet de mémoire et bien souvent, parmi ceux-là, on m'attribuait à peu près 4 directions de mémoire pour la 5e année. Mais à chaque fois, on avait toujours à diriger des mémoires qui étaient en relation avec nos compétences professionnelles personnelles. Par exemple, en ce qui me concerne, je fais partie peut-être des rares praticiens qui ont rencontré des petits-enfants sourds, n'est-ce pas? Parce que le CAMS où j'ai travaillé avait une spécialité pour les enfants sourds. Et donc, moi, je ne signais pas. Donc, assez vite, je n'ai pas été impliquée, n'est-ce pas, au CAMS dans le travail clinique avec ces enfants sourds. Parce que déontologiquement parlant, je ne me sentais pas du tout capable de
converser avec des enfants qui me parlaient un langage que je ne connaissais pas. Donc, mais en revanche, il est vrai que parmi les mémoires que j'ai dirigées, il me fut souvent confié des mémoires qui avaient à voir avec la surdité. Oui, je vois bien. Dites-moi, Stella, je vous aurais bien Oui, donné un petit peu sur les questions de profession, oui, parce que justement, je pense que vous avez eu une expérience suffisamment large pour pouvoir nous donner, en tout cas, votre point de vue. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de la profession à l'heure actuelle, et puis la question qui va souvent de pair avec moi, même si on pourrait les séparer, hein, mais ce que vous pensez également du titre de psychothérapeute. Alors peut-être commencer ah, par la profession de psychologue. Qu'est-ce que vous oui. pouvez en dire aujourd'hui, en 2020? Qu'est-ce que ça vous inspire? Où on en est Alors, aujourd'hui? la profession de psychologue, alors, j'ai l'habitude de dire que qu'est-ce qu'un psychologue? Le psychologue est celui qui a été formé à l'étude de la vie psychique dans tous ses états. Quand je dis dans tous ses états, c'est dans son développement. Le développement, pour moi, comprend aussi bien l'évolution vers l'autonomie que l'involution vers la perte de l'autonomie. C'est comme ça que je comprends le développement, n'est-ce pas? Donc la gérontologie, pour moi, et la gérontopsychologie, elle pourrait être incluse dans la psychologie du développement, Mhm. n'est-ce pas? Donc la psychologie du développement, dans tous ces états, c'est-à-dire le sujet dans une situation singulière, comme l'apprentissage, par exemple, pour les enfants. Le sujet dans une situation singulière, comme vivre dans une famille qui ne donne pas à l'enfant des conditions de sécurité suffisantes pour qu'on laisse l'enfant dans cette famille. Donc là va intervenir effectivement, vont intervenir les décisions de justice, si elles sont nécessaires à prendre pour que l'enfant bénéficie du meilleur développement en dehors de sa famille. Euh, dans tous ces états, c'est aussi l'enfant malade, parce que moi j'ai travaillé en pédiatrie avec des enfants qui sont atteints dès leur naissance de pathologies lourdes et graves dont ils ne guériront pas. Je parle par là de syndrome complexe, n'est-ce pas? Et ces enfants, il faut aussi leur permettre de développer la qualité de vie la meilleure possible euh, dans, avec les compétences qui sont les leurs, n'est-ce pas? Oui. Mais, je- Dans je- tous ces états, mais c'est aussi… justement, je me demandais, la profession est dans quel état selon vous aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut, comment dire, atteindre les missions dont vous parlez, quoi? Ben, je le souhaite, j'espère qu'il… enfin, là où les choses euh, restent, selon moi, toujours possibles, c'est quand dans les universités ou dans les lieux de formation, il reste des enseignants qui ont, j'allais dire, chevillé au corps, hein, n'est-ce pas, cette conviction que la psychologie, comme d'autres métiers, ne passe que par la transmission Mhm. de professionnels confirmés à futurs professionnels qui sera confirmé. N'est-ce pas? Euh, il ne s'agit pas, enfin, à mon avis, euh, c'est la cheville ouvrière, me semble-t-il, de la formation des psychologues. C'est-à-dire que les professeurs qui vont les former insistent bien sur le fait que ce qu'ils leur donnent, ce sont les outils de travail avec lesquels ils vont pouvoir s'inscrire dans une manière d'être psychologue. Ils vont pouvoir s'inscrire dans une… Je crois que c'est important aussi de rappeler que le psychologue travaille aussi dans un pays qui est soumis à des lois, soumis à des règles. Il est donc hors de question que le psychologue les ignore, n'est-ce pas? Il est donc important que dans l'enseignement qui est transmis, la question du possible et de l'impossible soit facultative et que l'on privilégie toujours la question de l'autorisé et de l'interdit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit? Il est interdit de nuire à l'autre.
Je pense que il Et est vous interdit à un trouvez qu'actuellement, psychologue. ah, Pardon? il y a un petit écho avec la caméra. Est-ce que vous considérez qu'actuellement, finalement, la profession va bien et peut justement aller dans ce sens-là? Vous voyez? Je pense que la profession actuellement souffre de plusieurs maux. Le premier, je dirais qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui sont autorisés à s'inscrire en première année, alors qu'on sait très bien qu'au niveau du Master 2, puisque maintenant ça s'appelle comme ça, il y aura un nombre relativement limité d'étudiants qui auront accès au Master 2. Donc, je pense que là, par rapport à ça, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'on place ces jeunes, je trouve qu'on place ces jeunes gens qui arrivent à l'université dans une situation de très grande précarité euh, par rapport à leur futur professionnel, en ne sachant pas déjà s'ils pourront accéder au Master 2. Ouais. Donc, c'est déjà les mettre dans une situation de très grande insécurité, voire de méfiance à l'égard de l'institution qui va les former. Ouais. Ils les forment à l'université d'une manière, parce qu'on a évoqué les stages à l'université sans les développer, ils les forment d'une manière bancale, parce que, comme j'insiste beaucoup sur le fait qu'on apprend le métier qu'au contact de personnes qui le pratiquent, il est bien évident qu'une université qui accueille des étudiants, mais qui sait très bien qu'elle ne pourra pas leur mettre à leur disposition des stages, c'est obligatoirement une formation qui démarre très très mal. C'est une formation qui démarre très très mal C'est le parce cas pour qu'on toutes les va universités. avoir… Pardon? C'est le cas pour toutes les universités tout de même. Oui, là je vous entends moins bien. Et c'est un problème parce que moi, quand j'ai fait mes études, la difficulté de trouver un stage, même si on le cherchait par soi-même, elle était relativement… C'était une difficulté qui n'était pas incommensurable. Alors qu'actuellement, c'est difficile pour les psychologues impétrants de trouver des stages pour de multiples raisons. Parce que l'une des raisons, c'est que il y a des endroits où il n'y a plus de psychologues. Si on prend l'hôpital, par exemple, où j'ai passé l'intégralité de ma vie professionnelle, il y a des services qui n'ont plus de psychologues. Donc, il est hors de question qu'un psychologue stagiaire soit jeté comme ça dans une équipe hospitalière s'il n'y a pas un référent sur le terrain. Donc, alors là, on aborde une autre question. C'est la question plus générale de quelle place l'hôpital, puisque je vous parle de l'hôpital, n'est-ce pas? Ouais. Quelle place l'hôpital de 2020, avec la crise qu'il traverse, mais qui était prévisible depuis bien des années, quelle place l'hôpital est encore prêt à concéder à non pas faire, mais penser ce que l'on fait, n'est-ce pas? Réfléchir sur ce que l'on fait, c'est le travail que faisait le psychologue lorsqu'il était intégré à une équipe hospitalière. Il était là pour réfléchir euh, sur les pratiques, réfléchir sur la limite euh, de l'acte médical, euh, dans une, moi, en ce qui me concerne, dans une collégialité toujours très grande avec les médecins, n'est-ce pas? Donc, je pense que la profession de psychologue est en grande difficulté pour des raisons qui tiennent à sa formation, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'absence de stage. Elle est en grande difficulté pour des raisons qui sont, on va dire, sociopolitiques, c'est-à-dire que la rentabilité qui a été exigée de l'hôpital, elle a de fait évacué la pensée. Il est préférable d'acheter un scanner parce qu'on va le faire tourner 24 heures sur 24 plutôt que de payer un psychologue, n'est-ce pas? Ça, les étudiants n'en sont pas responsables, ils en sont
directement victime. Et encore, les salaires des psychologues Je à t'entends très l'hôpital. mal. Oui, je vous disais, je disais, et encore, les salaires des psychologues ne sont pas si faramineux à l'hôpital. Mais même avec ça, voilà, ça n'intéresserait Non, plus l'hôpital. Ok. pardon, Et je vous... même avec des petits salaires, ça n'intéresserait pas l'hôpital finalement. Ça Même n'intéresserait. avec des petits salaires, ça n'intéresserait pas l'hôpital, mais il y a des services où ils ne sont pas du tout hostiles à la présence de psychologues bénévoles, n'est-ce pas? Là, on va pouvoir, avec ce bénévolat, peut-être, si nous avons le temps, revenir à la manière dont les psychologues, par exemple, au cours de la crise sanitaire que nous venons de connaître, se sont manifestés, j'allais dire, beaucoup trop massivement, à mon avis, pour être bénévoles, n'est-ce pas? C'est bénévole pour créer des centres d'écoute, bénévole pour euh, ma position, c'est que tout travail mérite salaire et qu'il est hors de question que le psychologue reste stricto sensu bénévole. Hmm. Et je ne pense pas que ça a été une très grande réussite, ce bénévolat. De ceux que j'ai pu interroger, il n'y a pas eu tant de demandes que cela. Et puis, on peut aussi dire, dans une actualité qu'il ne le sera plus quand la vidéo sera publiée, mais qu'on est actuellement au moment du Ségur de la santé et que Oui, les psychologues ne sont pas spécialement invités, que certains collectifs demandent à y être, mais que la conclusion du mais, Ségur est que les psychologues ne seront pas spécialement augmentés à l'heure actuelle, c'est ce qui est dit, et n'ont pas leur place justement dans le champ de la santé. mais les psychologues ne sont pas invités au Ségur de la santé ou dans d'autres, n'est-ce pas, débats. J'allais dire, là, avec les autorités, comme les ministères, par exemple, là, je pense qu'on va toucher la question de la manière dont la profession de psychologue est organisée. Pourquoi ne sont-ils pas sollicités? Parce que en 2020, la profession de psychologue a continue à échouer à s'organiser. C'est-à-dire que pour que la profession de psychologue soit sollicitée, il faut qu'elle mette de l'ordre, n'est-ce pas, dans Comment la ça se fait? Justement, c'est une belle question que j'aimerais vous poser. Comment ça se fait que les psychologues en France n'arrivent pas à mettre de l'ordre? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs réponses. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en vous posant cette question? Comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Alors, peut-être qu'il y a plusieurs réponses. La première qui me vient spontanément à l'esprit, c'est que vous savez que les études de psychologie furent jadis, euh, comment dire, organisées avec la philosophie. Il a fallu beaucoup se battre pour que la psychologie divorce, si je puis dire, hein, n'est-ce pas, de ces études de philosophie. Euh, donc, les premiers psychologues dans les années 50 hein, qui ont été diplômés de psychologie se sont trouvés en grande difficulté dans les milieux hospitaliers puisque la plupart d'entre eux n'avaient pas de diplôme qui légitimait leur présence au sein d'un lieu de soins. Donc, certains d'entre eux ont été accusés, voire poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Donc, à ce moment-là, les psychologues se sont dit peut-être que le moyen de gagner en légitimité, c'est de passer par la médecine. Donc, certains grands psychologues comme Lagache, etc., ont donc entamé des études de médecine, non pas pour devenir médecin, mais pour pouvoir exercer en toute légitimité la psychologie dans les lieux de soins. Donc, on voit bien que la profession de psychologue a eu du mal à, je parle de psychologue clinicien, a eu du mal à trouver sa propre place, n'est-ce pas? Alors, elle fut aidée peut-être à le faire euh, par l'intermédiaire de la théorie psychanalytique, puisque c'est, je parlais tout à l'heure de Lebovici, Soulet, Diatkin, qui sont pédopsychiatres, mais aussi psychanalystes. Donc, la psychanalyse a été peut-être à un certain moment euh, une alliée, n'est-ce pas, pour que l'on puisse introduire dans les services hospitaliers
euh, un outil pour pouvoir penser comment on soigne, n'est-ce pas? Vous parliez tout à l'heure de la douleur, et il est sûr que c'est certainement les premiers psychologues psychanalystes qui ont attiré l'attention sur le fait qu'il n'était pas possible d'opérer un enfant des végétations sans anesthésie, au prétexte qu'il était trop petit et que de toutes les façons, même s'il avait mal, il ne s'en souviendrait pas. Donc, euh, donc on peut dire effectivement que la psychanalyse a probablement été d'une aide considérable pour que l'hôpital s'ouvre à la dimension du sujet, à la dimension de penser comment on soigne, et aussi être capable de discerner, que moi j'aime bien dissocier, le français ne permet pas de le faire, mais l'anglais le fait très bien, to take care of et le cure, n'est-ce pas? Donc, le psychologue à l'hôpital, il n'est pas là pour participer à ce qui est the cure, il est là pour être au sein de l'équipe celui qui va, en prenant soin d'eux, permettre d'améliorer, n'est-ce pas, les soins somatiques. C'est la raison pour laquelle des pédiatres ont été des pionniers dans la prise en charge de la douleur. Le nom de cette pédiatre m'échappe, mais elle a fait un gros travail dans le service des brûlés à Trousseau, n'est-ce pas, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ce travail? Parce que le personnel soignant s'est trouvé extrêmement sensibilisé, voire dévasté par les soins douloureux qu'il devait administrer chaque jour aux enfants brûlés. C'est Anne Gauvin-Picard, son nom me revient. Donc il avait une sorte de... Oui, je me suis perdue, je vous demande pardon. Non, 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 vous n'êtes pas perdu, c'est très intéressant. Mais j'essaie de revenir encore sur le présent. Et peut-être que je pense que l'histoire peut éclairer le présent, mais d'une certaine manière n'est pas censée figer l'avenir, sinon tout serait déterminé. Et donc je me demande quels sont les autres facteurs qui font qu'en 2020, pour tout vous dire, je pense que ça fait plus de 20, voire 40 ans qu'on se pose la question d'un ordre, par exemple. Oui. On est encore à se demander si on doit être paramédicalisé ou pas. Certains posent la question du remboursement. Certains se disent qu'ils sont soignants et d'autres disent qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est compliqué. Beaucoup de psychologues dans les institutions n'arrivent pas à se situer sur le plan hiérarchique, notamment, faisant référence à leur convention, ne sachant plus à qui elle doit rendre des comptes. Et donc, voilà, toutes ces questions-là, moi, m'intriguent. Comment ça se fait que quelque chose fait du surplace? On arriverait presque à faire des hypothèses sur le fait que ça arrange peut-être les psys. Et d'autres interviewés ont parlé de ça, justement, que peut-être ça arrange certains. Et donc, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi ça bloque. Alors, j'ai du mal à ne pas me référer à ma propre pratique. Mais si on en vient à l'hôpital, par exemple, il y a deux manières d'être psychologue à l'hôpital, où on est membre de l'équipe, n'est-ce pas? Et on participe au travail d'équipe pour que le malade, là je parle d'enfant, reçoive des soins de la meilleure qualité possible parce que le psychologue a aidé par son savoir, ses connaissances, l'équipe a posé un autre regard sur le bébé dans sa couveuse, où on est psychologue et on est enfermé dans son bureau, comme je l'ai vu faire. On ne sort pas de son bureau et on se contente de recevoir les personnes comme on le ferait en libéral. Très pertinent, très pertinent, puisque j'ai souvent rencontré des collègues psychanalystes, et vous êtes psychanalyste, mais des collègues psychanalystes à l'hôpital qui restaient dans leur bureau toute la journée et qui expliquaient, qui renvoyaient la fameuse phrase qu'on entend habituellement, « moi j'attends la demande ». Comme si finalement on pouvait formuler comme dans une pratique privée libérale une demande expressément auprès du psychanalyste. Et la plupart de ces gens-là, l'objectif des équipes, c'était de les faire sortir, de les faire découvrir ce qui se passait dans l'hôpital. Et donc finalement, on en arrive à se demander qui a besoin de quoi dans cette histoire. Vous voyez ?
La question de la demande est une question qui concerne non pas la psychanalyse, mais une certaine pratique de la psychanalyse, n'est-ce Merci. pas? Elle est devenue une sorte de point d'accroche, n'est-ce pas? Euh, J'irais même jusqu'à dire de conflit, hein. Mais elle ne concerne qu'une certaine catégorie de psychanalystes. Merci de faire ce distinguo. Merci de démystifier quelque chose parce qu'on aurait tendance à mettre dans le même sac tous les psychanalystes. Non, Et à l'intérieur, il y a différentes façons de pratiquer, différentes idéologies, différentes façons d'avoir une posture. Donc, merci de faire ce distinguo. euh, la question de la demande est une question intéressante parce que moi qui ai travaillé avec des bébés prématurés, vous imaginez aisément que si vous attendez la demande, vous pouvez attendre longtemps, hein. C'est vrai. Donc, il est sûr que travailler aussi avec les parents de ces bébés prématurés qui sont totalement dévastés parce que le bébé imaginaire dont nous parlait, comment dire, Soulé, il n'a rien à voir avec le bébé de 650 grammes dans son incubateur. Et on a face à soi des parents qui sont suspendus à la santé de l'enfant qui un jour va bien, un jour va pas bien. On a affaire à des parents qui sont aux prises avec des luttes pulsionnelles extrêmement violentes, parce qu'il n'y a rien de plus violent pour l'esprit humain que d'être écartelé entre la vie et la mort. Or, vous êtes en permanence, lorsque vous venez voir votre bébé, euh, dans cette espèce de grand écart psychique qui peut rendre fou, n'est-ce pas? Donc, il est évident que les parents demandent quoi? Ils demandent à ce que leur bébé aille mieux, n'est-ce pas? Ils ne demandent pas au psy de faire l'anamnèse sur 3 générations des causes éventuelles qui les ont amenés à avoir un bébé prématuré. D'ailleurs, ces causes, on ne les connaît pas et la culpabilité de la mère, elle est toujours là. Donc, Merci de remettre ces points-là. Merci de remettre ces points-là. C'est très important ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de dessiner en négatif la caricature dans laquelle certains praticiens peuvent rapidement se terrer. Donc, je vous remercie. oui, mais la psychanalyse à l'hôpital, telle que moi je l'ai pratiquée, il ne s'agit pas d'attendre la demande. Il s'agit d'être, je pense, là revenir à des images qui me viennent de Winnicott, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit d'être dans ce que Winnicott appelle être dans le holding, n'est-ce pas? Créer autour de l'enfant malade et de ses parents, créer une sorte de bulle suffisamment bonne pour qu'au bout d'un certain temps, cette mère cesse de se considérer comme mauvaise mère, même si elle ne sait pas ce que c'est, vu qu'elle a accouché à un terme de 25 semaines, elle se sent obligatoirement coupable. Donc, la débarrasser peu à peu de sentiments de culpabilité, c'est le travail non pas du psychologue, mais de l'équipe tout entière. Et lorsque quelqu'un dans l'équipe va flancher, eh bien, c'est le psychologue qui peut-être va susciter autour de ce bébé une discussion d'équipe qui permettra à chacun de retrouver une force de vie suffisante pour continuer à soigner cet enfant. Oui. Et en soignant cet enfant, il faut soigner aussi la mère et le père. Ne l'oublie pas, le père. Oui. Alors, les maternités oui. pourraient s'appeler des centres de parentalité. Je suis tout à fait d'accord. Parce que la maternité, c'est épuisant. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis très agréable de l'entendre parce que j'ai l'impression d'être fou quand je dis ça par moment. Alors, je vais vous amener sur 3 autres questions, 3 dernières. Si vous aviez la possibilité, ça va être un peu particulier, mais si vous aviez la possibilité de tout remettre à zéro en France, ben oui. On dirait qu'on rêve. On dirait qu'on rêve. Rêvons ensemble un instant. Donc, vous avez la baguette magique et on vous demande qu'est-ce que nous pourrions faire, Stella, pour améliorer tout ça, pour amener cette profession à aller dans une trajectoire qui serait constructive. Vous feriez quoi?
très Alors, pragmatiquement. oui, alors, je suis quelqu'un de très, comment dire, carré, n'est-ce pas? Donc, puisque cette profession échoue à s'organiser depuis qu'elle existe, peut-être qu'il faut la mettre en position de ne pas avoir le choix, d'accord? Ne pas avoir le choix. Je veux dire par là que puisque nous débattons à tort et à travers et sans succès depuis que je suis psychologue et même avant de l'existence ou non d'un ordre, et que les psychologues ne parviennent pas à se mettre d'accord, bien, il faut imposer un ordre, n'est-ce pas? Il faut imposer un ordre comme faisant partie des conditions de sécurité du, du travail du psychologue. Quand je dis conditions de sécurité, je veux dire conditions de sécurité pour le praticien, n'est-ce pas? Il sait que en cas de litige d'ordre éthique, par exemple, ou d'ordre déontologique, il ne sera pas seul avec cette question. Il pourra en débattre avec des personnalités qui seront là, non pas pour le sanctionner, mais pour l'aider à élaborer une décision difficile. Deuxième chose, l'ordre est contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas une institution qui est là pour sanctionner au sens de punir. L'ordre est là pour faire respecter la loi avec un L majuscule, parce que je parle de la loi symbolique, et faire respecter la loi avec un petit L, c'est-à-dire la loi sociale, lorsque la loi symbolique a échoué à porter ses fruits. Et vous êtes en train de me dire que les psychologues français, depuis le début, rejetteraient l'existence du surmoi, quoi. Oh, je ne sais pas si c'est du surmoi ou si c'est Ils du ne veulent côté pas de de leur… loi. Ils ne veulent pas de loi. C'est ce que vous êtes en train de dire, finalement, et qu'on serait Oui, bien mais obligé de leur imposer parce que finalement, on leur demanderait de faire comme tout le monde. Mais eux ne voudraient pas faire comme tout le monde. oui, ce qui est un peu embêtant, effectivement. Alors, vous parlez du surmoi. J'allais vous piquer, peut-être, si vous permettez un peu, Allez-y, en, piquez-moi. en vous disant que le surmoi, j'allais dire, marche main dans la main ou pas avec l'idéal du moi. Donc, je pense que certains psychologues, peut-être, ont à réfléchir du côté du surmoi et beaucoup d'autres ont à réfléchir du côté de l'idéal du moi. C'est-à-dire que l'idéal du moi, c'est effectivement ce vers quoi on tend, mais il peut devenir aussi tyrannique que le surmoi, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Ouais. Je pense que à force de demander, c'est comme la demande, hein, on revient à la demande, on demande aux psychologues, est-ce que vous voulez bien un ordre? Ils répondent unanimement non. Et après, ils se plaignent, ils pleurent, parce que lorsque le gouvernement organise des débats pour les professionnels de santé, dont moi j'estime être pleinement, j'en fais pleinement partie, n'est-ce pas? Pour moi, ça ne fait pas question. La santé psychique va avec la santé somatique. Quand on examine un enfant, avant de se demander s'il a des symptômes psy, il est important de savoir s'il grandit bien, s'il grossit bien, etc., etc. On parle des bébés, n'est-ce pas? Donc, la santé, on ne peut pas couper la psyché, le soma, etc. Donc, je considère que je suis une professionnelle de santé et je ne vois pas pourquoi je serais au-dessus des lois. Et je considère que les psychologues qui, en 2020, continuent à refuser systématiquement la mise en place d'un ordre dont, selon moi, le modèle, qui n'est pas l'idéal, mais qui est un modèle avec lequel on pourrait réfléchir, est le modèle canadien, n'est-ce pas? L'ordre protège le psychologue et il faut préciser aussi que l'ordre protège les usagers. C'est sa première fonction. On oublie C'est sa première fonction de faire une interface entre les deux. Mais il y a une espèce de fantasme français que l'ordre viendrait attaquer
les psychologues, alors que finalement, il est là pour accompagner, c'est bien ce que dit Michel Roy, accompagner les gens qui en ont besoin au cas où, mais également permettre une protection du public, en fait. Protection du L'ordre est public qu'on était censé absolument. atteindre par le titre de psychothérapeute, qui ne protège aucun public, selon moi, et en Qui au même temps, contraire les met en danger. ah oui, on est bien d'accord. Donc, Vous seriez parti sur l'ordre, hein, avec un modèle plutôt québécois, en tout cas canadien, oui, mais avec l'Ordre des psychologues du Québec. Vous les pousseriez à accepter leurs conditions relatives à la santé, en fait, plutôt que de s'en départir, mais à accepter qu'ils font partie du domaine de la santé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? si, Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que vous pourriez proposer, si vous pouviez tout remettre euh, façon Stella? euh, je pense que je vais utiliser un terme très fort, c'est tout de même catastrophique qu'une profession qui existe légalement depuis 1980, si mes souvenirs sont exacts, les décrets, etc., qui fixent l'obtention du diplôme, le titre, etc., c'est quand même catastrophique que depuis 1980, cette profession ait échoué à s'organiser en tant que profession. Euh, L'ordre des psychologues n'est pas réservé aux psychologues qui travaillent dans le domaine médical. L'ordre des psychologues concerne tous les psychologues. Je n'ai pas évoqué, mais j'aurais pu le faire, le psychologue expert qui travaille pour la justice, n'est-ce pas? Il serait tout à fait intéressant pour lui qu'il puisse, dans certains débats complexes avec le monde de la justice, recourir à l'ordre, tout comme l'avocat va recourir à l'ordre des avocats par l'intermédiaire du bâtonnier pour faire valoir Ouais. que ce qu'on lui demande n'est pas absolument pas dans ses attributions. D'autant que du peu que je connais de l'expertise, les tarifs sont très bas, le recrutement Oui, n'est pas toujours très clair. Pour certains, il semble bien clair, mais on entend encore malheureusement des psychologues qui falsifient leur CV, qui n'ont pas présenté de diplôme et qui finissent à faire de l'expertise. Ces gens-là n'ont peut-être pas une durée de vie très importante, je ne sais pas, mais je pense que là, il y aurait tout intérêt à avoir un peu de justice pour travailler dans la justice. bah, il y aura un intérêt à ce qu'il y ait un peu de justice, je vais dire, il y a intérêt à ce qu'il y ait un peu de la part du praticien un respect de la loi, n'est-ce Oui, pas? et l'ordre permettrait quand même de donner une certaine garantie aussi à tout le monde à ce moment-là. Puis ça C'est-à-dire, donnerait un minimum effectivement, de oui, sérieux aussi. Ça donne un minimum de sérieux à la profession quand même d'avoir un ordre. Je pense qu'avoir des effectivement, exigences, c'est pas toujours du luxe, quoi. effectivement. Et c'est intéressant parce que je regardais l'ordre des psychologues canadiens euh, et la question de la place des psychologues experts. Si j'ai bien compris à travers mes maigres lectures, je ne crois pas qu'il existe au Canada de psychologues experts. Je crois plutôt que les magistrats font appel à des psychologues pour certains dossiers parce qu'ils ont une expertise dans le domaine concerné par le dossier. Mhm. Donc, c'est une autre manière de voir le travail de l'expert. On n'est pas inscrit sur une liste d'experts au Canada. On est sollicité par un magistrat, je suppose, ou par un tribunal, parce que vous êtes connu pour avoir un savoir-faire particulier dans un domaine précis. Mhm. Je pense que les psychologues experts français, bien qu'ils soient écrits en gros dans la prestation de serment de l'expert, qu'en aucun cas on ne peut être expert à plein temps, certains psychologues experts ne font que ça. Ouais, il y a un problème. Donc, donc ces psychologues sont hors la loi pour moi. Dites-moi, j'ai une avant-dernière question. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir si finalement on reste sur les mêmes paramètres et que rien ne change? Eh bien, je pense que la profession de psychologue va disparaître et qu'elle va disparaître parce que tous les psychothérapeutes
autoproclamés. Les coachs, enfin, on pourrait allonger la liste, vont finir par prendre, parce que c'est beaucoup plus, comment dire, on ne voit des publicités que pour ça, n'est-ce pas? Vont finir par prendre toute la place. Donc, les psychologues, s'ils veulent continuer à être considérés comme les ingénieurs, c'est ce que disait Jean-Pierre Chartier, les ingénieurs de la vie psychique, ce que j'ai vu par ici et là, technicien. Non, on est ingénieur de la vie psychique, ingénieur au sens… donc, si les psychologues veulent continuer à être considérés comme des ingénieurs de la vie psychique, ils ont intérêt à s'en donner les moyens. S'ils ne le font pas, la profession va s'éteindre au profit de marchands de rêves. Si vous deviez donner Ou le cauchemar. Ouais. Ou le cauchemar. Si vous deviez donner un conseil aux futures générations, alors pas forcément que d'étudiants, mais aussi de psychologues, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Le conseil, c'est que le savoir que nous donne l'université, c'est une base, qu'il est fondamental que le psychologue se tienne toujours au courant des recherches, des nouveautés, qu'il les connaisse, qu'il se fasse une idée sur ces pratiques avant de les critiquer, avant même de les jeter sans même les connaître. Donc, je reviens à là, ici, une chose qui me semble oubliée, c'est avoir le diplôme de psychologue, c'est une chose, mais le fait d'être diplômé psychologue nous oblige à nous former tout au long de notre vie. Il existe dans certaines institutions un temps FIR, formation, information, recherche. Si ce temps existe, c'est qu'il est prévu que le psychologue soit sur le qui-vive en permanence concernant les nouveautés, les découvertes, n'est-ce pas, de la complexité de la vie psychique humaine. Et même les psychanalystes ont oublié, certains psychanalystes ont oublié, que Freud lui-même disait, je propose un modèle, n'est-ce pas? Mais ce modèle est adapté aux connaissances de mon époque, mais il est fort possible que lorsque les découvertes médicales le permettront, ce que je propose s'écroulera comme un château de cartes. Je crois qu'il est important d'avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire de savoir que ce que Freud, qui fut transformé par certains en idole, n'est-ce pas, était beaucoup plus modeste qu'eux. Tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une très belle conclusion. C'est très intéressant de pouvoir le rappeler, de pouvoir replacer aussi les écrits dans leur contexte. Et souvent, moi, c'est ce que je peux en dire, c'est que quand on fait référence à Freud, on fait référence à quel texte? Et sa pensée a évolué et qu'il est tout à fait illégitime pour moi de critiquer un auteur qui a fait évoluer sa pensée. Et vous parlez d'idole, je pense que c'est une très bonne chose de ne pas figer les pensées, Mais, les idées dans un passé qui n'est plus court. D'une manière plus générale, peut-être que ne blâmons pas les psychologues. Les psychologues, ils vivent peut-être dans un univers où on s'invente des idoles. On s'invente des idoles. Alors là, on parle de la psychanalyse, mais de manière plus générale. La question est pourquoi l'être humain de 2020 ne peut pas vivre sans se créer des idoles, qu'ils soient des idoles, on va dire, spirituelles, ou des idoles technologiques, ou des idoles purement consuméristes. En tout cas, Stella, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Oui, C'était éclairant, c'était très intéressant. Je trouve que en plus, c'est la première fois qu'on parle aussi des enfants, des bébés. Je trouve que ça donne une autre dimension et vous rajoutez
à cette longue lignée d'interviews quelque chose de, encore une fois, de différent. Elles ne se ressemblent pas, ces interviews, malgré que j'ai un canevas qui est toujours à peu près le même au départ. Donc, ça me permet de me dire que certainement qu'on a entendu un peu une singularité chez vous. Et je vous remercie vraiment d'avoir participé. Mais je vous remercie infiniment de m'avoir invité et ce fut un grand plaisir de partager avec vous et tous ceux qui vous écouteront ou nous écouterons, de partager. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre que on peut être heureux et on peut aimer le travail de psychologue. Et on peut avoir une fierté aussi d'avoir été formé de la manière qui fut la mienne, c'est-à-dire par des grands maîtres. Sachant que là, on revient à une question qui pour moi est fondamentale et qui est peut-être le problème des psychologues actuels, c'est que quand on a reçu de ces maîtres, on a envie de transmettre. Peut-être que la plupart des psychologues actuels se trouvent dans une difficulté qui tient à une crise plus générale, plus globale de la transmission, question globale dans notre société de 2020. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je pense que ce sera redébattu par d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment à vous. À bientôt. Au revoir, Maximilien. Au revoir.